ici Yaorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce mercredi 29 juillet au sommaire de ce soir. Le visage du Fénois est en train de changer, les naissances se font plus rares, la population vieillit et pour la première fois, elle recule. Un phénomène inédit qui interroge déjà sur la Polynésie de demain. Le Pacifique change et la stratégie militaire française évolue avec lui. Nous reviendrons sur le renforcement des forces armées en Polynésie française ces 2 dernières années. Puis nous recevrons le contre-amiral Guillaume Pinger pour un entretien consacré à son bilan avant son départ du commandement des forces armées en Polynésie française. Apprendre, oui, mais dans de bonnes conditions. À Punaouia, près de 600 élèves feront leur entrée dans des salles de classe climatisées. Une première étape d'un projet qui a vocation à équiper à terme toutes les écoles de la commune. C'est du jamais vu pour le Fénois. En 2025, la Polynésie française voit sa population diminuer pour la première fois. Moins de naissances, une fécondité au plus bas et un vieillissement qui s'accélère. Derrière ces chiffres, c'est un nouveau défi démographique qui se dessine pour le territoire. Les explications avec Nicolas Pérez. Malgré une population stable en 2025, avec 279 500 habitants, la Polynésie enregistre un nouveau recul de la natalité depuis près de 40 ans. 3 170 naissances ont été déclarées en 2025, soit une centaine de naissances en moins par rapport à 2024, et près de 1000 comparé à 2016. Ainsi, le taux de fécondité dégringole à 1,6 enfants par polynésienne. Un niveau jamais atteint sur le Fénois, il était de 1,9 il y a 10 ans. Une conjoncture que l'on observe également à l'international et qui s'explique par des facteurs économiques, par l'évolution des carrières professionnelles et par des préoccupations environnementales avec une planète en surchauffe qui décourage certains couples à faire des bébés. Conséquence, avec 1840 décès en 2025 contre 1400 en 2016, l'excédent naturel des naissances sur les décès de 1330 personnes ne suffit plus à compenser le déficit migratoire, mettant fin à la croissance de la population, précise l'ISPF. En d'autres termes, le nombre de naissances chute, tandis que le nombre de décès augmente. La population locale ne peut donc plus compenser le nombre de personnes qui partent. L'ISPF annonce néanmoins de bonnes nouvelles dans cette publication, puisque l'espérance de vie progresse en Polynésie. Elle est de 79,6 ans pour les femmes et de 74,7 pour les hommes. Quelques points de plus qu'en 2016. Des chiffres qui auront un impact sur l'économie du pays et notamment sur le marché du travail. Car si on vit plus vieux et que le nombre d'actifs continue de diminuer, c'est tout le système social qui pourrait s'écrouler. Un mot en politique, cette fois pour sortir de la crise, Ahireya Porinetia estime qu'il faut ouvrir une nouvelle page. Le parti autonomiste se dit prêt à discuter avec le Tavini afin de bâtir une nouvelle majorité et débloquer les dossiers urgents du pays. Une position à contre-courant de celle du Tapura. Écoutez Nicole Sanker au micro de Nicolas Pérez. C'est la situation inédite qui nous amène à nous parler, à nous rencontrer. Et ce qui est intéressant dans les différentes rencontres, échanges que nous avons eus, on est tous d'accord aussi que l'indépendance, l'autonomie, ce n'est pas l'urgence du moment. Et que chacun doit baisser les drapeaux et travailler pour les Polynésiens. On a été élus par les Polynésiens, il y a eu un programme qui a été établi et on voit bien depuis 3 ans les difficultés finalement de se mettre d'accord autour d'un projet. Il nous reste très peu de temps. On a 2 ans. On peut quand même essayer, pourquoi pas. Et puis si ça ne marche pas, rendre la parole au peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, le Tavini, avec qui peut-être tu discutes aujourd'hui, sont prêts en fait à baisser un peu le drapeau ? Aujourd'hui, on a un interlocuteur qui est le président de l'Assemblée et qui à chaque fois ne parle pas d'indépendance, mais du programme Tavini Wiratira et notamment la cherté de la vie. Il dit c'est trop long, ça fait 3 ans, les populations attendent, il nous faut des actions et aujourd'hui c'est cette nouvelle plateforme, je dirais non, ce nouveau rassemblement d'élus responsables pour répondre aux urgences du pays finalement.
Des défis politiques aux enjeux stratégiques. Dans un Pacifique où les équilibres évoluent rapidement, la France a considérablement renforcé son dispositif militaire en Polynésie. Retour sur 2 années de transformation avant notre entretien avec le contre-amiral Guillaume Pinger, une rétrospective d'Esther Cuneo. Le Pacifique. Dans cette région où la France possède la deuxième plus vaste zone économique exclusive au monde, les enjeux de souveraineté se sont renforcés. Le contexte international s'est encore durci et les menaces se sont intensifiées. Narcotrafic, protection des ressources halieutiques, surveillance des câbles sous-marins, mais aussi démonstration de force. En septembre 2024, puis le 6 juillet dernier, la Chine a procédé à 2 tirs de missiles balistiques dans le Pacifique. Dans ce contexte, la France renforce sa présence militaire. Nouveaux patrouilleurs, nouveaux avions, infrastructures militaires et coopération régionale. Les forces armées adaptent leurs capacités aux nouveaux enjeux. Le patrouilleur vient remplacer l'Arago. Le second patrouilleur arrivera en 2025. Nous avons également les Falcon 50 qui viendront remplacer les Gardians en fin d'année. Et donc c'est ce signe qui a été acté dans la loi de programmation militaire qu'on peut voir aujourd'hui. La création du commandement pour le Pacifique le 1er janvier illustre également la volonté de mieux coordonner l'action française dans la région, notamment contre le trafic de drogue. Avec nos moyens de surveillance aérienne, en plus on a des avions qui sont maintenant des avions plus modernes, on a plus de bâtiments de la Marine nationale qui peuvent intervenir, et puis on a aussi plus de moyens de renseignement satellites par exemple, et puis des connexions avec tous nos partenaires. Alors j'ai parlé de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais on a aussi beaucoup de relations avec les États-Unis et des pays d'Amérique centrale. Donc avec ce réseau, en fait, ce maillage de renseignement, on participe pleinement à la lutte contre les trafics de stupéfiants dans le Pacifique Sud. Vendredi, le contre-amiral transmettra officiellement le commandement à Yann Bié-Charreton, une passation qui intervient alors que le renforcement des capacités militaires dans le Pacifique doit se poursuivre jusqu'en 2030. Et pour dresser le bilan de ces 2 années à la tête des forces armées en Polynésie française, le contre-amiral Guillaume Pinger est avec nous ce soir. Yorana. Yorana. Alors, contre-amiral, sur ces 2 années, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Je pense que ce qui m'a marqué, c'est la dynamique des changements dans la région, à l'échelle du Pacifique. On voit que tous les repères qui étaient en place sont rapidement bouleversés. Et donc cette dynamique de changement nous impose de changer à notre tour. Alors vous aviez plusieurs objectifs. Il y avait donc l'objectif de renforcer les capacités françaises dans tout le Pacifique, pas seulement ici en Polynésie. Qu'est-ce que ça a donné ? Mon premier objectif, c'était d'être le cœur de ma mission, ma raison d'être, c'est la Polynésie française, c'est d'être fort en Polynésie française. Et là aussi, les défis ont évolué au cours de ces 2 années. Et donc j'ai eu à cœur de réussir cette mission au quotidien, de protéger les Polynésiens et de protéger la Polynésie. Ça se traduit par des évacuations sanitaires toute l'année. On a toujours été au rendez-vous de ces missions-là qui sont exigeantes en termes d'alerte. On a été au rendez-vous des enjeux de surveillance maritime, ici, dans cet espace océanique immense. Donc ça, c'était mon premier objectif. Et en même temps, on s'est adapté aussi aux enjeux environnementaux, qui aujourd'hui sont un peu au cœur des préoccupations. Et derrière ces enjeux environnementaux, il y a la pêche. On a aussi dépassé nos objectifs de contrôle des pêches qui sont fixés par le président de la Polynésie et par le commissaire de la République ici. Et puis derrière ces enjeux de ressources, il y a des enjeux plus stratégiques sur lesquels il faut être attentif aussi. Voilà, mon deuxième objectif, c'était effectivement coopérer avec mes voisins, la coopération régionale. J'avais 2 priorités, c'était les îles Cook, nos 2 voisins, les îles Cook et les îles Kiribati au nord. Et là aussi, on s'est engagé pour obtenir des résultats avec ces partenaires, pour avoir de la confiance, pour coopérer ensemble. Voilà, pour ma part, j'étais encore à Kiribati la semaine dernière, mercredi dernier. Les îles Cook, ils sont venus ici pour Mara, vous avez peut-être vu leurs patrouilleurs. Donc voilà, je suis content de voir que cette relation s'est développée, que la confiance a progressé. Et puis le dernier enjeu auquel vous évoquiez, c'était la transformation du commandement dans le Pacifique, avec cette création du commandement pour le Pacifique qui faisait partie des choses que je devais mettre en place. Il reste encore du chemin à parcourir, mais globalement, je suis plutôt content de la dynamique qu'on a essayé d'imprimer pour se coordonner avec beaucoup de monde, pour installer cette mission militaire à Hawaï et assurer des grands déploiements dans la région. Je pourrais citer le déploiement du groupe aéronaval en 2025, le déploiement Pégase en 2024, et puis Pégase qui doit à nouveau revenir dans la région cette année. Les exercices comme JPMRC, qui est un exercice de l'armée de terre à Hawaï, auquel notre régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie a participé, l'exercice Balikatan en Philippines. Donc voyons, on a essayé d'être actif dans cet espace indo-pacifique dont les tensions se répercutent dans notre Pacifique insulaire ici dans la région. Alors on va parler donc de la drogue ici. Depuis le début de l'année en 2026, la Marine nationale a saisi environ 12 tonnes de cocaïne dans les eaux polynésiennes. C'est un record. Est-ce que cela signifie que la Polynésie est devenue un axe majeur du narcotrafic ou bien est-ce que ce sont nos moyens qui ont évolué ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, les saisies pendant mon mandat. Il y a eu également la saisie sur le navire de pêche Rémi en décembre 2024. Et donc finalement, le volume de saisie de drogue en zone maritime de Polynésie je dirais, il y a un facteur multiplicatif qui est très élevé par rapport à ce qui avait été fait au cours des années précédentes. Je pense que ça reflète d'une part peut-être une augmentation effectivement du trafic. Et la Polynésie a toujours été la porte d'entrée dans le Pacifique Sud. C'est comme ça que les navigateurs, quand ils ont commencé à explorer le Pacifique, les navigateurs occidentaux ont découvert la Polynésie en découvrant les Marquises au XVIe siècle. Et donc je dirais que cette position géographique de la Polynésie, porte d'entrée dans le Pacifique, reste une réalité physique. L'augmentation du trafic, sans doute, et je pense que la coopération internationale que le haut-commissaire soulignait. Moi, quand je suis arrivé, on a conduit un séminaire des gardes-côtes ici en décembre 2024 à Papeete, et ça m'a permis de nouer des liens avec un certain nombre de partenaires internationaux et de créer de la confiance pour partager des informations sensibles. Et donc, sur cette base, on a créé aussi une dynamique ici en local pour faire face à cet enjeu avec des résultats qui sont manifestés cette année. Et contre-amiral, pendant votre mandat, la Chine a procédé à 2 tirs de missiles balistiques internationaux dans le Pacifique. Le premier en fin 2024 et le dernier était tout récent, c'était en juillet. Comment ce tir a-t-il été suivi par vos équipes ? Effectivement, mes 2 années ont été marquées par ces 2 tirs. Le précédent était au début des années 1980. Donc ça marque aussi, peut-être ça peut refléter ces tensions. Je pense que la Chine cherche à affirmer la crédibilité de sa dissuasion nucléaire. Et c'est le sens de cet essai. Je dirais, je ne rentrerai pas dans les détails sur la manière dont ça a été suivi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait une bonne anticipation et que la Chine nous avait averti formellement, prévenu de ce tir. Donc ça n'a pas été une surprise pour nous. Et contre-amiral, qu'est-ce que vous souhaitez à votre successeur et qu'est-ce que vous souhaitez à la Polynésie ce soir ? Écoutez, je me suis beaucoup épanoui dans ces 2 années intenses et exaltantes. Je me suis enrichi de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Je voudrais remercier les hommes et les femmes qui ont servi, et les personnels civils, qui ont servi sous mon autorité ici et qui ont toujours eu à cœur de répondre aux sollicitations pour la Polynésie et pour la région. Et je dirais à tous ceux que j'aurais pas eu l'occasion de saluer avant mon départ, je leur transmets ma gratitude pour l'accueil qui m'a été réservé et la richesse des contacts que j'aurais pu avoir et que j'emporte dans mon cœur à Paris. Merci beaucoup, contre-amiral, d'avoir accepté notre invitation. Merci et très bonne beaucoup. continuation à vous. Merci beaucoup. Retour à présent sur le terrain avec une bonne nouvelle pour les écoliers. À quelques jours de la rentrée, 2 écoles de Punaouia accueilleront leurs élèves dans des classes climatisées, alimentées par l'énergie solaire. Une première étape avant un déploiement progressif de ce dispositif dans l'ensemble des écoles de la commune. Regardez le reportage de Veimiti Herlo. Des températures élevées au quotidien qui pèsent sur la concentration des enfants comme sur le travail des enseignants. Face à ce constat confirmé par des études thermiques, l'équipement en climatisation des écoles est devenu une priorité pédagogique et de bien-être pour la communauté éducative de Punaavia. C'est Punaavia et l'école maternelle Atinou en même temps. C'est vraiment le groupe scolaire où en fait, on équipe les climatiseurs dans les salles de classe. Lors de nos tournées en fait, au niveau des écoles, il s'est avéré qu'on a constaté qu'il fait très chaud dans les salles de classe. Et donc avec Tavanna, le conseil municipal, en fait, nous avons décidé de faire en sorte que nos classes soient climatisées pour améliorer évidemment les conditions d'accueil et de travail des élèves, des enseignants, du personnel communal de la ville de Punaavia. C'est exactement ça notre priorité en fait pour améliorer le confort et l'accueil de nos élèves. Et aussi, il va y avoir des incidences en fait, sur la qualité de leur travail, la qualité des enseignements en fait, qui seront donc dispensés par nos enseignants. Il y a tout cet ensemble en fait, qui va permettre à ce que nos enfants réussissent dans les meilleures conditions possibles la scolarité dans nos écoles. Pour limiter l'empreinte carbone et maîtriser les coûts de maintenance, le choix technique s'est porté sur des groupes centralisés modernes alimentés par l'énergie solaire. Donc c'est porté sur les groupes du système VRV, des systèmes de climatisation qui sont plus modernes et qui sont centralisés. Et ça permet aussi de faire des économies à long terme, en termes d'équipement par rapport aux climatiseurs simples. Au lieu de s'occuper de l'entretien pour chaque clim, tu vas nettoyer un compresseur par salle, tu te retrouves à faire juste une installation, un entretien sur un gros groupe et les unités intérieures, on a fait en sorte que ça soit plus facile à entretenir. Ce sera donc des panneaux photovoltaïques qui sont donc installés dans le cadre surtout de tout ce qui est environnemental. C'est la meilleure solution aujourd'hui qu'on va donc utiliser pour
pour mettre en place ce dispositif de climatisation dans nos écoles. Avec un investissement d'une centaine de millions de francs pour Punaveinui et Atinuu, le chantier touche à sa fin. Sur les 9 établissements publics que compte la commune, il ne restera bientôt plus que 2 écoles à équiper pour atteindre une couverture totale. Le confort en classe est une chose, encore faut-il pouvoir s'équiper. À Paea, l'opération Grati Horoa mise sur la solidarité en mettant en relation ceux qui n'utilisent plus leur cartable, fournitures ou vêtements scolaires avec les familles qui en ont besoin. Laure Philibert et Matei Horei se sont rendus sur place. Depuis lundi, les dons affluent dans ce bureau de la mairie de Paea. Pour soulager les familles, la commune propose de recueillir les fournitures que les particuliers n'utilisent plus et de les redistribuer gratuitement. C'était à l'initiative d'une habitante de Mara qui avait justement pour projet de faire un Grati Horoa au sein même de son quartier. Et puis elle nous a fait part et puis d'où est venue l'idée de faire en grandeur nature. Ici même à la mairie, dans la commune de Paea, il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Et nous, on aimerait répondre à leurs besoins. Parce qu'il y a des familles qui n'arrivent pas. Il y a des familles qui sont dans le besoin. Et s'ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, on apporte aussi nos pierres là-dedans. J'ai vu des enfants qui n'ont rien du tout, même jusqu'au cartable et le stylo. Alors, s'il y a des parents qui viennent me voir à la maison, ou ici à la mairie, je donne ce que je peux. Tout au long de la semaine, les dons vont être triés à la permanence avant d'être exposés samedi à partir de 7h dans les jardins de la mairie. Des tables seront mises à disposition de ceux qui souhaitent tenir leur propre stand. La commune envisage de fixer un nombre maximum d'articles remis aux familles pour que l'opération profite au plus grand nombre. J'ai amené du linge, beaucoup de livres. Il y a une encyclopédie, il y a des livres pour lire. Et pour les petits jeunes, les petits enfants, il y en a tout ce qu'il faut. Mais je suis fière parce qu'il y a beaucoup de choses que les personnes ont voulu donner aux plus nécessiteux, aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et ça, j'admire. Ce vendredi, la commune organise également une cérémonie à l'attention des titulaires du diplôme national du brevet pour encourager ces talents. Et puis cette situation qui n'en finit plus à Aroué dans la vallée de Tefaroa. Les fumées des feux de déchets verts continuent d'envahir une crèche. Malgré les interventions de la police municipale, rien ne semble changer. La responsable de l'établissement lance aujourd'hui une pétition. Reportage de Thomas Chabrol et Jeanne Tinoroa. Un nouveau feu est allumé non loin de cette garderie lorsque nous rencontrons la propriétaire de l'établissement. Selon le vent, la fumée peut se diriger vers la maison et envahir les pièces, là où sont accueillis des enfants en bas âge et même des bébés plus vulnérables. Pour la propriétaire, ce problème dure depuis plusieurs mois, malgré de nombreux signalements. Plusieurs fois, j'ai appelé la police municipale, mais ils sont intervenus, mais ça continue et ça fait maintenant plusieurs mois et ça commence à devenir fatigant et on aimerait bien avoir un environnement sain où les enfants puissent grandir dans un environnement sain. La responsable de la garderie partage des inquiétudes des parents. Certains jours, le personnel dit ressentir des odeurs plus fortes et s'interroge sur la nature de certains brûlages. Il y a des parents qui m'ont interpellée et qui m'ont dit que voilà, qu'ils ne pouvaient plus accepter cette situation. Nous, avec le personnel, on a la sensation, on a le nez qui pique et c'est très désagréable. Alors nous qui sommes adultes, pour les enfants, c'est pire. La police municipale a systématiquement répondu au signalement avec un contrôle sur place pour demander d'éteindre les feux dans le quartier. La commune rappelle aux riverains qu'il est interdit de brûler les déchets verts sans autorisation préalable. Mais dans cette partie de la vallée, l'évacuation des déchets verts est plus compliquée. À Tefaroa, il n'est pas facile d'évacuer les déchets verts, tout simplement parce que c'est la seule vallée où on a constaté qu'il y a de la fourmi rouge, la fourmi de feu, et on ne peut pas donc ramasser le feuillage. Pour faire entendre leur voix, les familles et le personnel ont lancé une pétition. En quelques jours, 76 signatures ont déjà été recueillies. La propriétaire de la garderie envisage de porter plainte.
Place à un grand bol d'air. À Pirey, une cinquantaine d'enfants troquent les vacances à la maison contre des journées de sport et de découverte. Bien plus qu'un simple programme d'activité, le Pass Sport leur offre une parenthèse, de nouvelles expériences et les valeurs du collectif. Athéna Milcam et Heiroat Wahou. Le soleil au rendez-vous, du sel dans les cheveux et le sable noir de Papeeno en décor. Pour ces enfants de Fatawa, la matinée commence sur les vagues. Une initiation au surf, mais surtout un moment de partage et de découverte, loin des écrans et du quotidien. J'ai appris à surfer et je me suis levée plein de fois, j'ai fait des piquets, machine à laver. C'est bien, c'est amusant, c'est cool. Et s'il n'y avait pas le surf, tu serais à la maison, tu serais en train de faire quoi? Je serais en train de regarder mon film. Le surf pour certains, l'escrime pour d'autres. Au total, 5 disciplines sont proposées aux enfants. Financées par la municipalité et le contrat de ville de l'agglomération de Papeete, le passeport vise aussi à lutter contre l'oisiveté des jeunes. Une initiation qui pourrait déboucher sur une pratique régulière. L'objectif derrière ce dispositif Passeport, c'est de voir avec les jeunes que l'on a initiés à ces activités, quelles sont celles pour lesquelles ils souhaitent continuer. Parce que l'objectif derrière, c'est que nous, on puisse leur offrir une adhésion dans un sport en particulier l'année d'après, sur une année complète, et le matériel, enfin l'équipement qui va avec la discipline sportive. C'est vraiment donner la possibilité aux quartiers prioritaires, qui n'ont pas forcément les moyens, de pouvoir pratiquer un sport qui les passionne. Les associations sportives participantes sont elles aussi pleinement impliquées dans ce projet. Au Eno Pirey Escrime Club espère même voir un jour émerger de ces quartiers un futur champion de Polynésie. On reste sur les terrains de sport. Le Heiva-Tuaro de Hitiautera s'achève ce soir à Papeeno avec la remise des prix de cette 30e édition. Pendant 15 jours, plus de 500 jeunes issus de 15 quartiers se sont affrontés en football, volleyball et basketball. Les jeunes de Papeeno conservent leur titre pour la 3e année consécutive avant une soirée de clôture rythmée par les chants du groupe Taru'u et les danses de la troupe Otahiti. C'est ainsi que s'achève votre journal. Merci de nous avoir accompagnés. Retrouvez tout de suite le Heiva-Tuaro Maohi, suivi du 3e épisode de votre série Zodiac. Passez une très belle soirée sur TNTV. On se retrouve demain soir à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.